Donc le projet que je vais présenter, c'est un projet ANR qui est en train de se terminer, un projet collectif, qui porte sur une socio-histoire de la reconnaissance du risque amiante dans la fonction publique en France, des années 1970 à nos jours. L'objectif de ce projet était à la fois d'avoir une étude localisée sur la construction de la perception amiante dans le travail administratif à l'échelle d'un bâtiment amianté chez des agentes de la fonction publique qui font un travail administratif très classique, mais également d'avoir une attention à la circulation de savoirs transnationaux sur les questions de santé et d'exposition à l'amiante, et puis d'avoir une attention à la transformation de la réglementation nationale. Donc le dispositif d'enquête pour ce projet, il tourne autour d'un grand bâtiment administratif amianté, appelé le Tripode, qui a été construit sur l'île de Nantes en 1972, évacué en 1992 et démoli en 2005. Ce bâtiment, au moment de sa construction, il accueille 3 services décentralisés qui relèvent de 2 ministères, le ministère de l'économie d'une part et le ministère des Affaires étrangères d'autre part. Et les 1800 personnes qui vont passer dans ce bâtiment pendant 20 ans relèvent principalement de la catégorie C de la fonction publique et sont très majoritairement des femmes. Ce bâtiment, au moment du début de notre enquête, il nous est présenté par un ancien secrétaire général du ministère de l'économie comme le vaisseau amiral, selon son terme, le vaisseau amiral de la reconnaissance du risque amiante dans la fonction publique en France. Il va devenir par la suite un icône un peu dans la fonction publique en France parce que c'est à partir de ce cas que vont être discutées et élaborer la première réglementation applicable au risque amiante pour les 3 fonctions publiques en France, qui est adoptée en 2015. Et c'est aussi un des exemples qui servira, parmi d'autres, mais à la négociation, à la renégociation de la directive européenne applicable au risque amiante en 2023. Donc, sur les questionnements et le positionnement scientifique de ce projet, on cherche à discuter 3 principaux champs scientifiques, 3 principales questions. Le premier élément, c'est qu'on prolonge la réflexion qu'avait entamée la sociologue des sciences Michelle Murphy sur la construction des régimes de perceptibilité des différents risques. Et donc, on cherche à montrer comment des risques sont perçus différemment en fonction du statut social des personnes qui sont exposées, en fonction des ressources dont disposent les personnes pour réfléchir et penser et conceptualiser ces risques, et en fonction également de situations sociales ou historiques qui peuvent être propres à des territoires donnés. Le deuxième champ de littérature dans lequel on s'inscrit, c'est la socio-histoire des mobilisations et des processus de politisation des questions de santé au travail. Sur ce champ de littérature, un bilan récent, un état de l'art récent de la littérature qui a été fait par l'historienne Judith Reinhorn soulignait que les sciences sociales de la santé au travail sont restées sur des conceptions qu'elle qualifiait de musculaires et masculines, c'est-à-dire qu'on a des travaux de sciences sociales de la santé au travail très centrés sur l'industrie lourde, sur des ouvriers qualifiés et masculins. A contrario, le secteur public et les travaux plus féminisés ont assez peu retenu l'attention des sciences sociales sur les enjeux de santé au travail. Donc là, on propose un déplacement du regard. Et puis un troisième champ scientifique dans lequel on cherche à s'inscrire, c'est une histoire sociale des fonctionnaires et la sociologie de l'action publique pour questionner la spécificité du rôle de l'État employeur lorsqu'il doit composer avec des problèmes de santé qui se posent à ses agents. Sur les sources et les données qui sont mobilisées pour cette recherche, on a 3 principaux ensembles de sources. Le premier, ce sont des archives publiques relativement classiques pour des historiens. Dans ces archives publiques, à l'échelle municipale, départementale et nationale, il y a à la fois des éléments qui nous permettent de documenter l'action de l'État en tant qu'employeur pour composer avec la santé de ses agents, mais également des archives un peu plus classiques sur des suivis de conflits du travail, sur des questions d'aménagement du bâtiment, des questions immobilières, etc. Le deuxième ensemble d'archives, ce sont des archives privées conservées par le Centre d'histoire du travail de Nantes, et c'est particulièrement le fonds de l'intersyndicale du Tripode, donc une intersyndicale qui se constitue dans les années 70 et qui reste active jusqu'à nos jours, et qui alerte fortement sur ce risque amiante et produit toute une série d'expertises qui sont utilisées au niveau ministériel par la suite.
Et puis troisième ensemble de sources, ce sont des entretiens, une campagne d'entretien, plus de 80 entretiens maintenant, avec d'anciennes agentes qui ont pu travailler dans ce bâtiment, avec des représentants du personnel ou des militants syndicaux, puis des hauts fonctionnaires qui ont été en responsabilité dans les 2 ministères concernés, ainsi que des élus politiques, des membres de cabinets ministériels qui ont eu à gérer ce dossier du risque amiante. Donc la composition de l'équipe, on est 5 à mener cette enquête en histoire, en sociologie et en sciences politiques. Il y a toute une série de publications qui sont déjà arrivées, donc notamment 2 articles, un dossier à paraître dans la Revue française d'administration publique à l'été prochain, et puis un ouvrage qui est annoncé pour janvier 2027 qui viendra conclure ce projet. Donc pour synthétiser et résumer à très gros traits les principaux résultats de ce projet, je vais retenir 3 grands ensembles de résultats. Le premier ensemble de résultats porte sur l'invisibilisation des risques toxiques. Sur ce point, on prolonge les réflexions de Michel Murphy en retrouvant dans la situation qu'on a pu étudier 2 facteurs d'invisibilisation que Michel Murphy avait déjà bien mis en perspective. D'une part, le fait que le travail administratif est souvent considéré ou réputé comme étant propre et qu'il ne serait donc pas exposant. Deuxième facteur que Michel Murphy soulignait, c'était un facteur de genre, en soulignant que bien souvent, les travaux féminins sont considérés comme non exposants ou moins risqués que des travaux masculins. Et donc le facteur de genre joue fortement dans la manière dont on perçoit un certain nombre de risques. Au-delà de ces 2 paramètres, la situation nantaise et le bâtiment sur lequel on a travaillé nous conduit à souligner 3 points, 3 facteurs d'invisibilisation qui permettent de montrer que la perception ou l'imperception d'un risque est quelque chose qui est très situé, qui s'inscrit dans des rapports sociolocalisés. La première chose, c'est que dans le cas nantais, dans les années 70-80, on est dans un contexte de désindustrialisation de la ville, et en particulier la construction navale connaît un déclin très important dans les années 70-80. Les pouvoirs publics construisent l'idée que l'avenir de la ville n'est plus dans l'industrie, mais dans le secteur tertiaire. Et les agentes qui vont être recrutées au Tripode, dans le bâtiment qu'on étudie, sont souvent des personnes qui s'inscrivent dans les classes populaires nantaises, qui ont dans leur famille proche des personnes qui ont travaillé ou qui travaillent encore dans la construction navale. Et la construction navale est un secteur qui a été extrêmement exposant au risque amiante. Et donc pour ces agentes, il y a l'idée que peut-être il y a de l'amiante dans leur bâtiment, mais que finalement elles sont nécessairement moins exposées que leurs proches qui ont travaillé dans la construction navale. Donc il se joue ici une euphémisation par comparaison qui rend difficile de percevoir l'ampleur du risque amiante. Deuxième élément qu'on souligne sur le cas nantais, c'est que le bâtiment qu'on étudie, donc inauguré en 1972, il est présenté comme étant à la pointe de la modernité, et il y a une construction à la fois matérielle et discursive de cette modernité. Matériel parce que le bâtiment il est construit dans un terrain qui auparavant était considéré comme inconstructible parce que situé sur une zone inondable et qu'il faut utiliser des techniques de construction qui sont nouvelles. Et la nouveauté même de ces technique de construction va conduire les pouvoirs publics à déployer un discours présentant l'extrême modernité de ce bâtiment. Et à l'idée de modernité se trouve associée l'idée que ce serait nécessairement quelque chose de propre et qu'il n'y aurait pas de risque lié à ce bâtiment. Donc un autre facteur d'invisibilisation. Et puis le dernier facteur d'invisibilisation des risques qui joue très fortement, c'est l'ensemble des mythes et des représentations qui sont associés à l'État comme employeur, avec l'idée qui revient dans la plupart des entretiens qu'on fait avec les anciennes agentes, l'idée qu'elles travailleraient pour l'État qui doit représenter l'intérêt général, elles travailleraient pour un employeur qui serait nécessairement vertueux, et une phrase revient souvent dans ces entretiens avec l'idée qu'elles étaient fonctionnaires et qu'elles ne devaient donc pas, en tant que fonctionnaires, mourir de leur métier. Et donc ça, c'est un facteur qui rend très difficile à percevoir les risques amiantes pour ces agentes pendant un certain nombre d'années. Deuxième ensemble de résultats que je vais évoquer, ce sont les mécanismes de l'alerte qui se mettent en place autour de ce bâtiment et qui renvoient au fait qu'un certain nombre de personnes qui travaillent dans ce bâtiment sont insérées dans des réseaux transnationaux qui leur permettent de percevoir ce qui se joue avec la présence d'amiante dans ce bâtiment. Alors la première alerte qui est lancée sur le risque amiante au Tripode, elle remonte à 1976. Elle est lancée par des militants syndicaux
Et elle est lancée à un moment où il y a un double contexte de mise en scandale du risque amiante en France. D'une part, parce qu'on est au moment où les scientifiques de l'université Jussieu alertent sur le fait que leur université est amiantée. Donc les militants syndicaux sont informés de cette situation-là. Et puis d'autre part, ces militants nantais ont aussi connaissance d'une enquête épidémiologique qui commence à être fortement discutée, qui est l'enquête de Irving Selikoff. Irving Selikoff, c'est l'un des scientifiques phares dans les alertes autour de l'amiante, qui va construire un réseau transnational d'alerte sur cette question-là. Et donc ces militants nantais prennent connaissance de cette enquête-là et cherchent à expliquer à Nantes les risques qui sont liés à l'amiante. Par la suite, ces militants vont continuer à s'inscrire dans des réseaux transnationaux. Ils s'inscrivent notamment en lien avec des personnes qui travaillent au Berlaymont, qui est un bâtiment de la Commission européenne amianté à Bruxelles. Donc ils nouent des relations avec ces personnes-là. Ils s'inscrivent également dans un réseau qui va se construire à la fin des années 80 à l'échelle européenne, où se retrouvent des scientifiques, des militants syndicaux, des eurodéputés écologistes et qui va revendiquer l'interdiction de l'amiante dans ces années-là. Donc toutes ces ressources scientifico-militantes permettent à des agents du tripode de construire une perception du risque dans leur bâtiment. Deuxième élément que je voulais souligner sur ces mécanismes de l'alerte, c'est que les instances représentatives du personnel, et à l'époque particulièrement les comités d'hygiène et de sécurité, qui se mettent en place dans la fonction publique dans les années 80, vont permettre de rendre dissible un certain nombre de ces risques dans un premier temps, et puis dans un second temps, de construire des expertises qui vont permettre d'objectiver certains risques. Et en particulier, après plusieurs années de négociations entre les représentants du personnel nantais et la direction des personnels du ministère de l'économie, va être mis en place une enquête épidémiologique au début des années 2000. Une enquête épidémiologique qui est relativement inédite pour deux raisons. D'une part, parce qu'il y a très peu d'études à l'échelle mondiale, d'études épidémiologiques sur l'exposition à l'amiante de personnes qui sont dans des activités administratives, qui sont dans un bâtiment avec un travail administratif assez classique. C'est une étude relativement inédite et qui donc va resservir par la suite. Et puis d'autre part, parce que les paramètres de cette étude épidémiologique ne vont pas être définis exclusivement par les épidémiologistes. Les représentants de l'administration, de l'État employeur, ainsi que les représentants du personnel vont être associés à la définition des critères et des paramètres de l'enquête, ce qui est relativement inédit, mais ça va permettre par la suite, une fois que les résultats seront connus de cette première vague d'enquête, que soient lancées des actions de prévention dans un certain nombre d'administrations, et puis surtout on va voir cette enquête être réutilisée par la suite, notamment en préparation de la directive européenne sur les travailleurs exposés à l'amiante en 2022-2023. Troisième et dernier ensemble de résultats que je voulais évoquer, c'est sur la perception de l'État employeur comme étant un employeur nécessairement plus exemplaire que dans le privé. Donc, ce que nous permet de constater notre enquête, c'est que contrairement aux représentations courantes selon laquelle l'État serait un employeur nécessairement plus vertueux que dans le privé, qu'un employeur privé, on constate un certain nombre d'écarts entre le droit du travail applicable au privé et le droit applicable à la fonction publique, et que ces écarts ne sont pas nécessairement favorables aux fonctionnaires, particulièrement sur ces questions de santé au travail et sur la possibilité d'accéder à des réparations des préjudices de santé. Donc je vais prendre ici deux exemples. Le premier exemple, ça porte sur les mécanismes de reconnaissance de l'origine professionnelle des maladies. Dans le droit privé, une loi de 1919 reconnaît les maladies d'origine professionnelle selon un certain nombre de critères. On établit des tableaux pour chaque maladie qui pourrait être d'origine professionnelle, et dans ces tableaux, il est défini quel type de métier et quel type d'exposition peuvent être considérés comme des facteurs de survenue d'une maladie d'origine professionnelle. À partir du moment où on déclenche une maladie liée aux métiers concernés ou au type d'exposition qui sont mentionnés dans ces tableaux, s'enclenche ce qu'on appelle une présomption d'imputabilité, c'est-à-dire que de manière automatique, sans avoir à apporter plus de preuves, on est reconnu comme étant malade du fait de son travail. Donc ça, c'est pour le privé. Dans le cas du public,
La situation est différente d'une part parce qu'on ne parle pas de maladie professionnelle, on parle de maladies imputables au service. Les procédures de reconnaissance de ces maladies, elles sont beaucoup plus complexes et souvent beaucoup plus heurtées que dans le privé. Et puis surtout, la présomption d'imputabilité n'existait pas jusqu'en 2017. Il a fallu attendre 2017 pour ce qui était appliqué dans le privé depuis 1919 soit transposé dans le public. Donc un premier écart qui a été défavorable pendant près d'un siècle aux agents du public. Et puis un deuxième écart qu'on peut mentionner, alors il y en aurait d'autres, mais je ne prendrai qu'un autre exemple, c'est les mécanismes qui permettent la reconnaissance du préjudice d'anxiété. Donc le préjudice d'anxiété, c'est une catégorie juridique qui permet à des personnes qui ont travaillé en étant exposées à l'amiante, mais qui ne sont pas nécessairement malades au moment où elles développent une anxiété, d'affirmer qu'elles sont dans une situation d'inquiétude qui est liée au fait qu'elles aient connaissance d'avoir été exposées à des toxiques, en l'occurrence l'amiante, qui sont de nature à dégrader leur santé. Ce préjudice d'anxiété, il a été reconnu pour les entreprises privées par une décision de la Cour de cassation en 2010, mais sa transposition dans le droit public a été assez longue, notamment parce que dans le droit privé, les délais de prescription sont de 10 ans, alors que dans le public, ils sont de 4 ans. Et donc, pendant un certain temps, des agents du public qui demandaient une reconnaissance en préjudice d'anxiété n'ont pas pu avoir cette reconnaissance. Il a fallu attendre toute une série de controverses juridiques sur lesquelles je passe, mais une décision de la Cour administrative d'appel de Nantes de 2020 qui non seulement a reconnu des préjudices d'anxiété pour d'anciens agents du bâtiment du Tripode et qui a redéfini également ce qui était considéré comme le fait générateur de l'anxiété et donc le moment à partir duquel les délais de prescription pouvaient commencer. Donc pour conclure ce survol, ça permettra de faire un clin d'œil à Gilles qui ne pouvait pas être présent. Le colloque de conclusion de ce programme de recherche s'est tenu en juin dernier. En conclusion de ce colloque, Gilles insistait sur l'idée que pour lui, ce projet-là s'inscrivait dans la logique de science avec et pour la société. Et de fait, ce projet-là nous a permis de développer un certain nombre d'initiatives d'histoire publique. Histoire publique qui est considérée comme extrêmement importante par les personnes qui ont été exposées, qui s'estiment parfois victimes de formes d'injustice, non reconnues, etc. Et donc l'idée d'avoir une histoire publique leur permet aussi une forme de reconnaissance des préjudices auxquels elles estiment avoir été exposées. Et puis surtout, cette enquête-là a pu être utilisée dans la procédure de préparation de la directive amiante. Alors ce n'est pas le seul cas évidemment, mais ça fait partie des cas qui ont été mobilisés dans l'élaboration de la directive amiante européenne de 2023. Ce qui permet de rappeler que les sciences sociales, même sur les questions de santé, peuvent avoir une utilité sociale. Merci beaucoup Renaud.